Le 10 octobre dernier, le 10 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'abolition contre la peine de mort. Et le 7 janvier en RDC, les abolitionnistes célèbrent le moratoire de facto et occasion pour eux de militer pour que la RDC passe justement de ce moratoire de facto en un moratoire légal. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de cette première émission de l'année 2018. Et comme annoncé au début de cette émission, nous allons parler de la peine de mort. Où est-ce qu'on en est dans cette lutte, dans ce combat pour l'abolition de cette peine capitale en République démocratique du Congo, tout en brossant un état des lieux de la situation ici au pays. Madame, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Lieva Ngonji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avocat, mais également président de l'ONG Culture pour la paix et la justice, mais également coordonnateur de la coalition d'Afrique centrale contre la peine de mort. Alors, nous sommes le 7 janvier. Rappelez-nous pourquoi aujourd'hui devrons-nous célébrer cette journée instaurant ou instituant un moratoire de facto contre l'abolition de la peine de mort ici. Merci beaucoup. Il faut d'abord commencer par qu'est-ce qu'un moratoire de facto, pour comprendre pourquoi le 7 janvier. Selon la Commission internationale de droit des Nations Unies, donc de l'ONU, un pays est abolitionniste de fait, c'est-à-dire de facto en latin pour ceux qui mystifient les choses, lorsque il observe la non-exécution des condamnés à mort depuis 10 ans. C'est-à-dire, si un pays n'exécute pas ses condamnés à mort pendant un délai de 10 ans, on les considère comme abolitionnistes de fait, qui est l'opposé d'abolitionnistes de droit, les pays qui décident officiellement que désormais nous n'allons plus exécuter les condamnés à mort, même si la peine de mort continue à être prononcée. Alors pourquoi le 7 janvier chez nous? Le 7 janvier parce que notre pays est parti d'abord du moratoire de Youre, décidé par le président Laurent Désiré Kabila. Expliquez-nous le moratoire de Youre, parce qu'on a déjà compris que le président, le moratoire de Youre, c'est le moratoire officiel, c'est-à-dire légal. De Youre signifie légal, c'est-à-dire que le gouvernement ou l'État décide pour une raison ou une autre qu'il arrête l'exécution des condamnés à mort. Donc le président Laurent Désiré Kabila, par ses deux ministres de l'époque, Cheo Kitoun, comme par hasard, ministre des Affaires étrangères actuel, et Abdoulaye Yerodia Ndombassi, ministre des Affaires étrangères à l'époque, Cheo Kitoun, ministre des Droits humains à l'époque. À l'époque. Et Abdoulaye Yerodia ont décidé de communiquer au secrétaire général des Nations Unies la décision du président de la République qui s'était engagé avec le drame qui était intervenu avec l'exécution de jeunes hommes très connus très connu comme étant Askari Kyungu. Askari étant signifiant militaire, mais tout jeune, et Kyungu qui était son nom, qui avait été exécuté arbitrairement au motif qu'il aurait participé à un attentat contre une autorité de la place. Ce n'est pas le moment ici de revenir sur ces événements, mais au cours de l'émission, je vous expliquerai que pour ce même attentat, il y a eu 2 exécutions de plusieurs condamnés à mort avant que le vrai auteur de l'attentat ne soit arrêté, et il est, au moment où nous parlons, à la prison de Kassapa, à Lubumbashi. On va revenir à ça parce qu'on se retrouve dans des cas de figure où il y a des gens qui ont été condamnés à mort. Il y a d'ailleurs eu des exécutions, mais au finish, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas si coupables que cela. Mais faites-nous un état des lieux quand même de la situation de la peine de mort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est? Peu d'exécutions, mais les condamnations à la peine capitale continuent à être... à être prononcé par les juges. Oui, donc il faut quand même que je termine cet élément du 7 janvier. Et donc, lorsque cette décision est prise par le président Laurent Désiré Kabila, il est notifié aux Nations Unies. Le président de la République actuelle, Joseph Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir en 2001, lors de sa toute première sortie à la Commission des droits de l'homme
à Genève. Nous sommes en mars 2001. Si ce n'est pas le 30, c'est le 31. Il fait une communication pour dire le moratoire décidé au Congo sera maintenu jusqu'à ce que le Parlement décide de l'abolition ou pas de la peine de mort. C'est écrit, c'est des écrits qui sont là. Les témoins étaient là, chez Okitundu est vivant, Zenon Mukongo est là, ils sont nombreux qui étaient avec lui. Puis arrive le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous sommes en 2002. Et en septembre 2002, le ministre de la Justice de l'époque, que je ne cite pas ici, décide, par une lettre adressée aux représentants, à l'époque on l'appelait le chef de bureau pays du haut-commissaire aux droits de l'homme. Il lui adresse une lettre pour dire, face à la recrudescence du banditisme à Kinshasa et en RDC en général, le gouvernement a décidé de suspendre le moratoire en vigueur depuis l'an 2000. Et de cette manière, les exécutions vont reprendre 23 septembre. 7 janvier 2003, 15 personnes sont exécutées. Sur les 15 personnes, cette exécution a une particularité. D'abord parce que c'est beaucoup de gens, ça fait 15 personnes. Ensuite, sur les 15 personnes, 7 seulement sont des condamnés à mort. Les 8 ne le sont pas encore. Ils sont poursuivis pour des faits passibles de la peine de mort, c'est-à-dire punissables de la peine de mort. Mais ils ne sont pas encore jugés. Ils sont dans le même pavillon, c'est tout. Deuxième particularité. Troisième particularité, parmi les 7 personnes qui sont exécutées, il y en a qui ont été arrêtés après que Askari Kyungu ait été exécuté pour le même attentat. C'est-à-dire, on a d'abord exécuté Kyungu et son groupe, et puis on a réalisé qu'ils n'étaient pas dans cet attentat. On en a arrêté un deuxième groupe qui sont exécutés le 7 janvier. Et après, une année après, je crois en 2003 ou 2004, on va arrêter d'autres personnes dans un autre crime. Et c'est dans l'audition que ces gens vont reconnaître que c'est eux qui étaient les auteurs de l'attentat de 2000, pour lesquels on a déjà exécuté au jour d'aujourd'hui plus de 13 personnes innocentes qui n'en savaient ni de près ni de loin l'origine, l'organisation, l'exécution de ces crimes. Ouvrons très rapidement la parenthèse par rapport à ça. Qu'est-ce qu'a fait l'État après ça, après s'être rendu compte qu'il s'est carrément égaré ou il a commis cette erreur? Mais rien du tout. Mais rien du tout. La famille de Kyungu, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule qu'on connaît puisque l'enfant était tout jeune. C'est pour cela qu'on parle, son cas est emblématique. Et au moment où l'attentat est commis, il mange avec son chef, qui était un commissaire de la police de services spéciaux. Celui-là, il n'a pas été interpellé, mais il a dit, mais il a même témoigné pour dire, mais l'enfant, j'étais avec lui. Personne ne l'a écouté. Le procès n'a duré qu'un jour. Il n'y a même pas eu l'état de faire les recours, il a été exécuté. L'État n'a rien fait. Alors vous voyez, et donc à partir de ce 7 janvier 2003 jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais exécuté des condamnés à mort en République démocratique du Congo. Peut-être parce que l'État s'est rendu compte des bavures déjà causées, il a voulu se racheter en instaurant justement ce... Non, l'État n'a rien instauré. Non, il faut savoir qu'à ce moment-là, lorsque arrive cette exécution de trop, les associations de défense des droits de l'homme s'élèvent, lèvent la voix. La communauté internationale intervient pour dire non, ça suffit. C'est comme ça que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies va désigner un rapporteur spécial pour les droits de l'homme au Congo qui va s'occuper spécialement, un, des exécutions extrajudiciaires, deux, de la situation des condamnés à mort. À partir de ce moment-là, il y a un problème, donc le gouvernement est obligé de pouvoir se défendre, expliquer dans quelles conditions ces condamnés ont été exécutés. Et là, on arrive à découvrir, par exemple, qu'il y en a d'autres qui n'avaient même pas été jugés. Donc, aucune norme n'a été respectée dans cette exécution. Ceux qui ont été exécutés n'ont pas bénéficié de droit à un procès équitable. Les autres n'ont même pas été jugés. Et donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement
recule pour se dire désormais il faut regarder où on va. Et c'est avec cela. Et n'oubliez pas qu'immédiatement après, nous sommes en 2003, il y a les accords de Sun City qui ramènent un gouvernement d'union nationale. Or, à Sun City, on a déjà décidé qu'il ne devra plus y avoir de condamnés à mort. Vous voyez, vous comprenez que c'est à partir de Sun City que nous allons arriver à la Constitution, où le projet de Kisangani abolit la peine de mort. On regarde tout ça. Et arrive à l'article 15 lorsque la Constitution est adoptée, qui ne fait plus référence à la peine de mort pour la première fois depuis la loi fondamentale de 1800. Mais on parle quand même de la sacralité de la vie humaine. C'est une avancée contenue dans la Constitution. C'est déjà un acquis pour vous, les abolitionnistes. Oui, ce n'est même pas une avancée. Aujourd'hui, si la peine de mort continue à être prononcée au Congo, c'est de la mauvaise foi des juges. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit à Kisangani, le projet, se fondant des accords de Sun City, a prévu à son article 15 que la peine de mort était abolie. Lorsque le texte arrive au Parlement, les partis avaient décidé que la Constitution devait être examinée d'abord au Sénat avant de descendre à l'Assemblée nationale. Au Sénat, après débat et discussion, où nous avons, nous, les défenseurs des droits de l'homme, approché deux personnes qui vivent aujourd'hui. Non, il y en a une qui n'est plus et une qui vit. D'abord, le président de la commission PAJ du Sénat, Fémouandou Simba. Nous avons discuté avec lui, avec tous les sénateurs, et il a été arrêté que la peine de mort est abolie, sauf pour les cas d'assassinat et de meurtre. Le rapporteur du Sénat de l'époque vit. Il suivra cette émission sans doute. Il s'appelle qui? Lambert Mende. Il sait. Nous avons discuté avec lui. Et d'ailleurs, lui, en défenseur des droits de l'homme, c'est lui qui nous a dit, si nous allons dans le schéma de l'abolition totale, ça ne va pas passer. Mais nous, on n'était pas d'accord. Et nous, défenseurs des droits de l'homme, qui travaillons en l'ombre avec tous les députés et sénateurs. Et c'est à l'Assemblée nationale, dirigée à l'époque par Olivier Kamitatou, qu'arrivent les débats. Les discussions sont âpres et puis finalement, les abolitionnistes sont majoritaires. Et c'est lui qui arrive avec une voix du milieu. Il va suivre cette émission. Il dit, pour éviter les triomphalismes, nous sommes tous d'accord. Les annales parlementaires sont là. Nous sommes tous d'accord que la peine de mort est abolie. Mais pour éviter les triomphalismes, nous allons tout simplement ne plus faire allusion à la peine de mort dans notre Constitution. Nous mettons la sacralité de la vie, mais on sait que la peine de mort est abolie. C'est dans les annales parlementaires. Lorsque nous sortons de là, la Constitution est promulguée. Dans un premier temps, les juges disent non, nous ne pourrons, nous, ne plus appliquer la peine de mort que si il y a une loi qui supprime cette peine dans le code pénal parce que nous ne sommes pas les juges de la Constitution. Ce qui est faux. Parce que la Constitution elle-même prévoit quoi? Que lorsqu'il y a une loi qui est contraire à la Constitution, par voie d'exception devant un juge, une partie peut dire cet article ou cette loi viole la Constitution et ces juges-là, les juges de fond qui est saisi de l'affaire de la peine de mort, arrêtent, renvoient la question à la Cour constitutionnelle, à l'époque la Cour suprême faisant office de Cour constitutionnelle, pour que celle-ci tranche. Mais les juges ont dit non. Quel est l'intérêt des juges à refuser à ce que une loi... Quel est leur intérêt? Vous parlez de la mauvaise foi, mais qu'est-ce qu'ils gagnent si ce n'est peut-être respecter scrupuleusement la loi en la matière? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Non. C'est quoi leur intérêt à refuser? Puisque c'est vous qui posez des questions, moi je vais vous donner un exemple. Je pouvais poser une question. La Constitution parle de la parité. Puis il y a une loi qui est votée au Parlement à la demande du président de la République, où on dit toute institution doit incorporer en son sein au moins 30% de femmes. Au moins. Nous parlons français. Au moins ne signifie pas moins. Signifie 2-30% jusqu'au maximum. D'accord? Mais qu'est-ce que la Cour a dit? C'est inconstitutionnel parce que la Constitution parle de la parité. Oui, mais très bien, sauf que tous les juges qui ont jugé sont tous hommes. Et même déjà dans leur composition, il n'y a aucune femme. Et ils disent c'est inconstitutionnel. Pourquoi? Pour protéger des petits intérêts.
Ils vont vous dire, les femmes, on en trouve pas. Mais protéger la Constitution, parce que déjà la loi aussi était anticonstitutionnelle. La loi dit la parité, donc 50-50. On ne peut pas venir avec une loi, bon, pour prendre votre exemple, qui demande à ce qu'il y ait au moins 30%. Mais... Écoutez, entre 0 et au moins 30, qu'est-ce qui est plus constitutionnel? Dites-moi, entre aucune femme et au moins, je vous ai dit, c'est du français. La loi dit, puisque c'est la loi qui applique la Constitution, commencez par 30. Mais si vous pouvez aller à 50 ou à 100%, faites-les. Vous dites, elle est anticonstitutionnelle en quoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ces cas-là, arrêtons tout. Parce que 50-50, il n'y a aucun... Le gouvernement n'est pas à 50-50, il est anticonstitutionnel. D'accord? Le Parlement n'est pas à 50-50, il est anticonstitutionnel. Non. En fait, la question de la peine de mort ne les intéresse pas. Comme ça n'intéresse pas non plus quand même la population, je veux revenir à ce qu'a dit par exemple l'ancien ministre de la Justice, Nuzolo Bambichra, en 2009, où il disait qu'il faudrait peut-être s'atteler à la rééducation des masses. Est-ce que l'opinion congolaise est prête à accepter l'abolition de la peine capitale ici? C'est aussi ça le problème, surtout avec la recrudescence, on en parlera, parce qu'il y a certains gouverneurs également qui veulent réinstaurer, qui plaident à ce qu'on puisse réinstaurer la peine capitale. Est-ce que l'opinion est assez sensibilisée contre le méfait ou est-ce qu'elle est prête à accepter l'abolition de la peine capitale? L'opinion. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui va être suivi par des milliers de gens. D'accord? Mais est-ce que ces gens auront la même possibilité que moi d'être suivis par moi et par d'autres? Non. L'opinion, c'est vous qui la faites. L'opinion, c'est le gouvernement qui l'a fait. Si vous, les ONG, est-ce que vous sensibilisez assez cette opinion pour prendre conscience de l'intérêt qu'elle a à militer pour l'abolition de la peine de mort? L'opinion ne milite pas. C'est les militants qui militent pour amener l'opinion à suivre. Cependant, le point de vue de l'opinion n'a jamais été suivi par le pouvoir. Jamais. Je vais vous donner 2 cas. Premier cas, les accords de Mboudi. L'opinion est à 100% derrière. Qui les a respectés depuis Fezaïdi Ngoma jusqu'à aujourd'hui? Personne. Le budget. Est-ce que l'opinion est d'accord avec notre budget? Non. Mais qui les suit? Il y a 1 million de choses que l'opinion réclame, que le pouvoir ne suit pas, et l'opinion n'est pas consultée. Encore que dans notre pays ici, on ne peut pas être certain que l'opinion n'est pas d'accord avec l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que toutes les fois que les gens venant de cette opinion-là se sont retrouvés ensemble, ils ont décidé de l'abolition de la peine de mort. Premier cas, la conférence nationale souveraine. Ce n'étaient pas des gens élus, c'était des gens triés comme ça, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la société. Lorsqu'ils se sont réunis, ils ont dit abolir la peine de mort. Sun City, ce n'était pas des gens élus. Parlons de Kadikoulouna aujourd'hui, puisqu'on parle de cette opinion, surtout à Kinshasa. La population, en tout cas une grande partie de la population, militant en faveur, était pour qu'on puisse carrément prononcer la peine de mort contre ce bandit urbain. C'est ça aussi? Non. Il faut très bien suivre ce que l'opinion dit. D'abord, l'opinion, dans le cas de Koulouna, a créé un terme extraordinaire. Qui des droits? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que souvent ils disent, police est juillet, il faut pas me mailler à qui des droits. Problème, ce qu'a commis Kouna, lobby, donc on a une cité. C'est ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on l'a arrêté, il faut qu'on l'amène à qui des droits parce qu'ils ont peur de citer les magistrats. Mais demain, ces mêmes magistrats vont les libérer. C'est ça le problème de l'opinion qui aujourd'hui est allé même jusqu'à passer à la vindicte populaire, qui est un drame parce qu'on commence souvent à tuer même des innocents. Justement, qui appliquent la peine de mort à leur façon. Non, ils n'appliquent pas la peine de mort, ils jugent. Ils jugent pourquoi? Parce que si on l'amène devant les juges, il ne va pas être jugé. C'est ça. L'objectif n'est pas de tuer, l'objectif... Si vous allez voir, vous allez regarder, d'abord on les arrêtait,
Maintenant, on commence à se faire justice, c'est-à-dire, puisque personne n'a pas de personne, ils n'ont pas de prison à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne justifie pas. C'est une violation des droits de l'homme. Mais pourquoi? Mais parce que la justice ne fonctionne pas. La justice aurait dû s'occuper de ces gens-là. Évidemment, on va vous dire, les prisons sont encombrées. Mais c'est pour cette question-là que nous disons, passons au moratoire des droits. Mais puisque c'est une question qui doit être débattue, pourquoi ne nous asseyons-nous pas ensemble? C'est-à-dire le corps judiciaire, le pouvoir exécutif, nous les défenseurs des droits de l'homme, la société civile et les partenaires extérieurs, notamment l'ONU, pour savoir quelle est la solution à ces problèmes-là de surpeuplement des prisons par rapport à la peine de mort. Justement, si ça fait partie des préalables des rétentionnistes, je crois que c'est comme ça que vous les appelez, il y a d'un côté les abolitionnistes et les rétentionnistes. Donc, parmi les préalables de ces gens-là, il faudrait peut-être dans un premier temps mettre en place une politique criminelle et pénitentiaire qui va avec. Sinon, tant que ça ne sera pas résolu, ça ne sert à rien de commencer à prôner l'abolition de la peine de mort quand même. Vous savez, il n'y a pas d'Autriche au Congo. Sinon, j'allais vous donner cet exemple. L'Autriche, c'est cet oiseau qui, lorsqu'il se sent en danger, cache sa tête alors qu'il est gigantesque plus que ce qui le menace. On vous dit préalable politique carcérale, politique pénitentiaire. Mais est-ce que dans les prisons, il n'y a que les condamnés à mort? Non. Est-ce que tous ceux qui tuent sont condamnés à mort? Non. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Première chose. Deuxième chose, depuis 2003, on n'exécute plus les condamnés à mort. Qu'est-ce qu'on en fait? On commue leur peine à perpétuité de facto. Je ne sais pas si ça existe dans votre tête. On ne commue pas. Il y a eu la dernière ordonnance du chef de l'État de juin 2016. Oui, 2016 ou 2017, je ne sais plus. 2017, je crois. 2016 ou 2017. 2017. Où il a dit, commutation, au mois de juin, le 30 juin, commutation de peine et tout ça. Et quand vous regardez les articles qui suivent, aucun condamné à mort n'a bénéficié ni de la grâce présidentielle, ni de la commutation de peine. Aucun. À qui la faute? Au magistrat? Parce que ce n'est pas le chef de l'État, il y a des dossiers. C'est encore au juge. Non, ça c'est un dossier qui est préparé par les services de magistrats avec les ministres de la Justice. C'est-à-dire le procureur général de la République, l'auditeur général et le ministre de la Justice, c'est eux qui préparent. C'est eux qui décident de qui ils soumettent à la sanction du chef de l'État, du bénéfice des mesures présidentielles, mais ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas, ça ne l'est pas pour autant que ça change. Ça diminue le nombre aussi bien des prisonniers, donc de gens qui peuplent les prisons, que des criminels. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si c'est au moment où nous parlons, il y a 100 prisonniers, la nature humaine étant ce qu'elle est, demain, il y en aura 102. Ils ne sont pas forcément les condamnés à mort. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut réfléchir sur cette question. Et c'est pour cela que nous disons, la criminalité n'est pas liée à la peine de mort. La criminalité est liée à la gestion générale, mais particulièrement sécuritaire du pays. Ça n'a rien à voir. Justement, la situation sécuritaire brandie par exemple, le gouverneur du Nord Kivu pour expliquer, pour demander la réinstauration vraiment en noir et blanc, de la peine capitale, parce que selon lui, ça contribuera à faire reculer cette insécurité, surtout dans la partie est aujourd'hui, même si aujourd'hui la sécurité gagne également le centre et voire l'ouest du pays. L'insécurité au Congo date de 1990, la plus récente. 1990, la peine de mort est encore exécutée jusqu'en 2003. Est-ce que cela a aidé à faire reculer l'insécurité? Non. Le gouverneur a même parlé des terroristes, notamment les gens de ADF, Nalu. Mais il faut savoir que les terroristes ont une relation presque euphorique avec la mort. Les terroristes. La mort, ils subliment la mort avant d'entrer
en action. Donc tuer un terroriste, c'est l'aider à accomplir son vœu de voir le ciel après avoir donné la mort, surtout les terroristes musulmans. Donc, les tuer ne changerait pas grand-chose. D'accord? Donc, je vous donne les deux exemples. L'insécurité a commencé depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2003, si on considère. Mais ça n'a pas diminué. Ça n'a pas diminué. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La Commission nationale des droits de l'homme, à notre demande, a donné un avis pour dire au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au président de la République, qu'il est temps que, officiellement, le gouvernement prenne acte du fait qu'il y a le moratoire des fêtes pour passer au moratoire de jure, c'est-à-dire refaire la même correspondance de 2000, de Yerodia et de Cheikh Kitundu, pour expliquer au secrétaire général des Nations Unies qu'au Congo, nous décidons désormais de ne plus exécuter ces officiels. Et nous vous invitons, vous, Nations Unies, à réfléchir avec nous sur comment régler cette question de criminalité, notamment en nous aidant à gérer, par exemple, la politique carcérale. Nous pouvons donner des idées. Parce qu'aujourd'hui, on n'y réfléchit pas. Mais il y a déjà un projet de loi, je crois que le ministre d'État à la Justice l'a annoncé le 10 octobre dernier en marge de la célébration de la Journée mondiale contre l'abolition de la peine de mort, qu'il y a un projet de loi qui a déjà été renvoyé au gouvernement. S'agissant, c'est déjà une bonne chose. Il faudrait peut-être travailler avec le gouvernement, faire un lobbying, suivi pour savoir où est-ce qu'on en est. Cette loi date de 2007. On salue le ministre d'État, il est le premier, depuis 2007, à l'amener au gouvernement. Mais pour qu'il sorte, ces projets, pour qu'ils sortent du gouvernement, ça peut prendre encore 10 ans. Mais faites un lobbying, faites comme les autres. On voit avec la révision du code minier, on voit que ça bouge. Non, pourquoi? Bon, là c'est juste un exemple. Le code minier, il y a de l'argent. Là on parle de vies humaines. Mais nous parlons de vies humaines, c'est pour cela que nous pensons que rallier beaucoup plus de gens à votre. Ça fait 17 ans maintenant, depuis 2003, ça fait 15 ans maintenant, 2018 que ça. Vous n'avez pas l'impression de stagner, de faire du surplace et de ne pas faire bouger les lignes quand même au niveau de votre structure? Nous bougeons. Vous savez, si le ministre de la Justice actuel est arrivé à prendre cet avant-projet pour l'amener au gouvernement, alors que c'est un document qui date de 2007, c'est que nous avons quand même travaillé. Et c'est pour cela que j'ai dit les grandes barrières, parce que quand ça arrive au gouvernement, tous les ministres ne sont pas juristes, ne sont pas le ministre de la Justice comme lui, ils n'ont pas la main de la justice. Et ils s'occupent de l'opinion qui est véhiculée par les médias. Ils vont lui dire, ça ne passe pas. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour cela que nous disons, allons par étapes. Au moment où le document est au niveau du gouvernement, travaillons d'abord sur la petite étape qui est la légalisation du moratoire. Mais en même temps, il faudrait qu'ils expliquent à cette population, comment expliquer à cette mère qui a vu son enfant être tué par un Kuluna ou par un terroriste ou par un Kamona Sapo, on va le citer comme ça, comment expliquer à cette mère-là que, ben oui, l'assassin de votre fils va rester en prison et va pas être condamné à la peine capitale. C'est difficile. La société congolaise, elle est peut-être pas... Nous ne disons pas qu'il ne va pas être condamné à la peine capitale. Elle dit, nous n'allons désormais pas les tuer jusqu'à ce que nous puissions examiner dans quelles conditions nous pouvons les mettre pour qu'ils puissent accomplir leur peine de manière efficace. Vous voyez? Là, vous jouez avec le mot. Comment, la même peine, mais comment faire en sorte qu'ils puissent l'accomplir de manière efficace? Non, la peine, elle est là. Mais nous ne les tuons Donc la même peine capitale, elle est là. C'est ça l'avancée. Elle est là. C'est ce que vous suggérez. La petite avancée. La petite avancée, c'est de dire le gouvernement prend l'engagement de ne pas les exécuter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que nous sommes dans les moratoires des faits. Mais ils peuvent se réveiller le matin, un peu comme ils ont fait en 2002, et dire qu'on exécute les condamnés. Vous savez, Yaya Jammeh a observé la peine de mort, l'ancien président de la Gambie, le moratoire pendant 18 ans. Et puis un jour, son marabout lui a dit qu'il était nécessaire d'avoir le sang d'une femme enceinte. Il y avait une condamnée à mort qui était tombée enceinte en prison, on l'a exécutée. Et il a dit, je n'ai jamais pris un engagement officiel de ne pas exécuter les condamnés à mort. Ce drame-là est insupportable.
Voilà. Donc j'espère que dans le chef de notre gouvernement, de nos autorités, il n'y aura pas de marabouts qui vont leur conseiller de faire ça ou de tuer quelqu'un juste pour satisfaire leur envie de pouvoir. Vous savez, notre gouvernement, c'est aujourd'hui. Mais le gouvernement de demain, d'après-demain, non. Nous ne voulons pas de ça. Gouverner, c'est prévoir. Mais on gouverne tout. Nous, dans notre petit domaine de la défense des droits à la vie, du droit à la vie, nous disons que le gouvernement prenne un engagement officiel. Et aujourd'hui, nous sommes encouragés par une structure officielle. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est le conseiller du gouvernement. C'est le conseiller du Parlement qui dit, au regard d'un certain nombre d'arguments qu'ils ont donnés, il faut passer à cette étape. Et ensuite, travailler ensemble. Quelles sont les idées que nous pouvons apporter pour que cette politique pénitentiaire et carcérale soit renforcée? Pour qu'afin, non seulement les condamnés à mort, mais tout autre prisonnier puisse effectivement exécuter sa peine de telle manière que l'opinion se rende compte que cette justice n'est pas une parodie. Je vous laisse 1 minute pour parler à cette opinion, expliquer à cette opinion le bien fondé de l'abolition de la peine capitale et pourquoi elle doit se rallier à votre cause ou à votre combat. Merci beaucoup. Et ce que je vais dire à tous ceux qui me suivent, c'est quoi? C'est que la chose fondamentale, c'est que la vie est quelque chose de sacré. Sacré, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez traditionnel, c'est-à-dire animiste africain, chacun de nous a quelque chose de sacré. Le sacré, c'est ce qui est intouchable. Et pourquoi la vie est sacrée? Parce que pour que nous puissions tous exister, nous tenons cette vie de quelque part, de quelqu'un dénommé de Dieu pour les chrétiens et les croyants, mais en tout cas de la force mystérieuse pour tous les Africains. Et donc à partir de ce moment-là, personne ne peut y toucher. Alors on dit non, puisque le meurtrier, lui, a porté atteinte à la vie de sa victime, il a désacralisé la vie, désacralisons la vie. J'ai dit non, l'État, l'État ne peut pas faire de l'attitude du criminel sa loi. Parce qu'à ce moment-là, il se remet à son niveau. Donc, déjà au niveau même de la transcendance du fait que l'État nous gère, il doit agir au-dessus de nous. Et c'est pour cela que nous avons le procureur de la République, c'est-à-dire celui qui nous gère au nom de la République. Un autre élément, c'est que quand quelqu'un a commis un crime, le tuer ne remet pas à la vie qui a perdu. C'est une deuxième vie de perdu. Quatrième élément, la peine de mort ne dissuade personne. Je vous ai dit, depuis 1990, les crimes continuent à se commettre malgré que cette peine existe. Même quand on en exécutait, ça continuait à se commettre. Donc, elle ne dissuade pas. Du coup, ça ne sert à rien de l'utiliser. Mais je termine par cet argument qui est massue. Les erreurs judiciaires. Vous voyez dans les cas d'Axcar qui ont plus de 10 personnes, je n'ai pas les chiffres exacts, c'est entre 10 et 15, tués parce que soupçonnés d'avoir été auteur d'un attentat, dont l'auteur, au moment où je parle, s'il me suit, il est à la prison de Lubumbashi. Pour ces familles qui ont perdu ces gens qui n'ont pas commis ces crimes-là, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire, on ne peut pas réparer cela. Vous voyez? Même pour la personne qui avait été victime de cet attentat, chaque fois qu'il se regarde dans son miroir, il se dit, oui, cette justice aurait mieux fait. Et donc, pour cela, je dis, il faut accepter d'abolir la peine de mort. En sachant que la peine de mort n'est pas l'unique peine prévue contre les criminels, et surtout que la peine de mort est parfois prononcée pour des crimes qui ne sont pas des crimes de sang. Voilà. Je vous remercie d'avoir été de nôtre ce soir. Je remercie également les téléspectateurs qui nous ont suivis dans le cadre de cette émission, la première pour cette année 2018. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. Vous allez suivre cette émission sur votre chaîne, mais également sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur l'Internet, magazine UHC, où vous pouvez suivre régulièrement les différentes émissions qui vous seront diffusées tout au long de cette année
2018. Je remercie une fois de plus Maître Liévin Ngondji d'avoir accepté notre invitation. On se dit au revoir et on se donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro et certainement avec un autre invité. Au revoir et bonsoir chez vous.